reprend ce petit tour du monde des nouvelles avec ce qu'il se passe en Turquie. Alors, vous vous rappelez, en Turquie, j'avais annoncé que Erdogan aurait tôt ou tard des problèmes. Eh bien, ça commence à se durcir pour lui avec des mesures économiques de la part de l'Union européenne, mais surtout de la part des États-Unis, qui ont durci le ton à l'égard de ce populiste qui prône un capitalisme islamique. Et en Turquie toujours, il y a actuellement des protestations contre des restaurations bâclées du patrimoine qui soulèvent une indignation populaire en Turquie. On en entend évidemment assez peu parler, sauf qu'il y a des mosaïques romaines, par exemple, qui ont été endommagées avec du béton coulé au milieu d'un amphithéâtre antique, et les experts en patrimoine en Turquie imputent ces dérives à une course au profit et à des considérations idéologiques donc de cet Erdogan qui veut réislamiser et qui pratique la corruption capitaliste dans le BTP comme dans tous les pays du monde d'ailleurs. Or, la Turquie, c'est un pays qui bénéficie d'un très très grand héritage historique, antique, et voilà, ça passe pas complètement inaperçu, et ça commence à fâcher un peu les gens qui massacrent le patrimoine, notamment donc ces mosaïques très anciennes. En Turquie toujours, alors que la marche des fiertés donc pour défendre les droits des personnes qui ont la sexualité qu'ils et elles désirent, est de plus en plus réprimée en Turquie, donc la marche des fiertés, eh bien des étudiants ont comparu ce mois-ci, donc en décembre, devant la justice pour avoir organisé un rassemblement pour la défense des personnes LGBT, donc les personnes gays, transsexuelles, etc., lesbiennes. Il s'agit d'un groupe d'étudiants sur le campus technique d'Ankara, ville, donc capitale administrative de la Turquie, qui a été perdue par Erdogan, mais villes dans lesquelles les étudiants donc pro-LGBT sont victimes de répression, comme c'est le cas par exemple en Europe centrale. Parlons néanmoins de ce mouvement LGBTQR+, donc toutes les nouvelles formes d'appartenance sexuelle, le fait que le monde ne se réduise plus à hommes et femmes et à hétérosexuels. Voilà, c'est un mouvement de fond, une lame de fond qui participe de l'effondrement du patriarcat. Eh bien, les droits des personnes lesbiennes, gays et bisexuelles ont fait des progrès importants constatés en 2020, même si 69 pays dans le monde continuent de les criminaliser. En effet, il y a un rapport qui est tombé récemment par des associations qui suivent attentivement les lois dans les différents pays du monde. Elles constatent, ces associations, que le chiffre de pays qui criminalisent l'homosexualité a chuté d'un point, néanmoins, cette année, car le Gabon a fait marche arrière par rapport à la disposition criminalisante qu'il avait adoptée en 2019, qui est devenue la loi de ce type à la vie la plus courte de l'histoire moderne. Donc pour la première fois, un pays a mis en place une loi qui criminalise l'homosexualité et à peine un an après la retire. De plus, la semaine dernière, le Parlement du Bhoutan, alors le Bhoutan c'est ce pays en Asie dont on parle beaucoup parce que c'est le pays qui mesure non pas le PIB ou le PNB, mais le bonheur national brut, comment vont les gens. Il faut savoir que le Bhoutan, comme pas mal de pays asiatiques sur lesquels on a tendance à fantasmer, comme le Népal, le Tibet, l'Inde, etc., eh bien, il avait néanmoins maintenu l'interdiction des relations homosexuelles, et c'est en train peut-être de bouger au Bhoutan. Parce que oui, il ne faut pas sous-estimer que dans l'hindouisme ou le bouddhisme, si vous êtes homosexuel, c'est pas très 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 bien vu, hein. Les maîtres yogis là-bas, l'homosexualité, ils trouvent pas ça très correct, avec des morts à l'appui, hein, des morts en conséquence. Les bouddhistes, quand ils s'attaquent à une population comme les Rohingyas ou comme les homosexuels, ça rigole pas. Ils ont beau avoir le crâne rasé et des habits orange fluo. Si jamais vous êtes un enfant musulman en Birmanie, les bouddhistes, ça vous semble pas un truc super cool. Ça vous semble un truc très très dangereux, des gens très dangereux dont il faut se méfier. Sinon, la pandémie de Covid a eu des effets délétères évidemment pour les homosexuels, comme toutes les personnes dominées, hein, que ce soit les femmes ou les enfants pauvres. Dans de nombreux endroits du monde, les lois étaient déjà une cause d'inégalité. Eh quand il y a une catastrophe sanitaire, ça ne fait qu'empirer. Euh, la directrice donc de cette association a constaté aussi qu'en Pologne prolifèrent actuellement des zones qu'on appelle sans LGBT. Voilà, la Pologne c'est l'Europe, hein, c'est juste à côté. Enfin, c'est juste à côté, c'est un peu loin, mais bon, c'est quand même. Enfin, voilà, la France et la Pologne, on est connectés. Il y a eu une forte immigration polonaise en France. Bref, c'est un pays frère. On est frères et sœurs avec la Pologne. Et bien là-bas, il y a de plus en plus des régions qui déclarent que dans telle zone, il est interdit aux homosexuels d'exister. Voilà ce qui se passe aussi aujourd'hui. Comme quoi, le verre n'est pas que à moitié plein. Quant à l'Indonésie, dont j'ai parlé tout à l'heure, voilà, elle a mis une nouvelle impulsion en faveur des thérapies de conversion.
j'espère que vous connaissez ce problème des thérapies de conversion. Les thérapies de conversion, c'est un truc qui pullule dans le monde et qui invite les personnes qui se sentent homosexuelles à les aider à redevenir hétérosexuels. Et aux États-Unis, il y a plusieurs États qui ont interdit ces pratiques. Rappelons qu'en France, ceci n'est toujours pas illégal. En France, vous pouvez contacter une congrégation religieuse, par exemple évangéliste, qui va vous offrir un stage ou offrir pour votre enfant un stage pour qu'il cesse d'être homosexuel, pour le remettre dans le droit chemin, pour en refaire un hétérosexuel. Et actuellement, en France, ce n'est pas interdit. Donc, si les autorités françaises veulent dissoudre des groupuscules, et par exemple, ils ont qu'à dissoudre aussi, donc pas juste les associations musulmanes, mais ils ont qu'à dissoudre aussi les groupuscules évangélistes qui pratiquent la thérapie de conversion pour transformer les personnes homosexuelles en des hétérosexuels. Pourquoi est-ce que le gouvernement français n'est pas plus offensif, lui qui se prétend défendre les droits de l'homme? Pourquoi n'est-il pas plus offensif à l'égard de ces thérapies de conversion? Néanmoins, l'ONG qui se soucie des homosexuels dans le monde et des LGBT, donc des personnes bisexuelles, etc., constate néanmoins, contre toute attente, de son propre aveu, donc cette association a été surprise du caractère quand même à moitié plein du cours de l'histoire, des développements plutôt positifs en 2020. Aussi, cette organisation, en juillet 2020, a constaté par exemple que le Soudan avait abrogé la peine de mort pour les actes sexuels consensuels entre personnes du même sexe, et que l'Allemagne est désormais l'un des 4 États membres des Nations Unies qui ont interdit enfin les thérapies de conversion. Je rappelle, donc ce n'est pas le cas de la France, au niveau national, et d'autres juridictions en Australie, au Canada, au Mexique ou aux États-Unis ont suivi cet exemple d'interdiction des thérapies de conversion. Il y a plusieurs responsables religieux qui cette semaine ont appelé aussi à l'interdiction de ces thérapies de conversion, qui sont en fait de la maltraitance pour les jeunes qui en sont victimes. Cette association se réjouit également du fait que le mariage pour tous soit désormais une réalité dans 28 États membres des Nations Unies. Le Costa Rica est devenu le premier pays d'Amérique centrale à autoriser le mariage égalitaire entre personnes du même sexe, et 34 États membres des Nations Unies prévoient des formes de reconnaissance de l'homosexualité, du mariage homosexuel. Ça va de Monaco au Monténégro, qui avance sur ces questions. En décembre 2020, il restait 80 États membres des Nations Unies qui disposent de lois contre la discrimination au travail fondée sur l'orientation sexuelle. Donc il y a aussi un progrès dans le monde du travail. Ça devient de plus en plus interdit de discriminer les homosexuels dans le monde du travail. En 20 ans, il dit cette ONG, ça a énormément progressé. On retourne aux États-Unis et là, on parle un peu du cannabis. Je choisis ces sujets-là, les toilettes ou l'homosexualité ou le cannabis, parce que ce sont des sujets sensibles et représentatifs des dynamiques sociétales. C'est pas que je sois en soi spécialement pour le cannabis. Je précise d'ailleurs que pour les très jeunes cerveaux qui ne sont pas encore construits, le cannabis est effectivement dangereux parce que ça n'aide pas la construction neuronale. Et par ailleurs, pour les terrains psychiquement fragiles, le cannabis est effectivement un accélérateur de décompensation psychique comme la schizophrénie ou la paranoïa. Ceci précisé, il y a une espèce de diabolisation de cette substance, alors que l'alcool est très aussi toxique pour le développement neuronal des jeunes, par exemple. Eh bien, il y a 2 poids 2 mesures, et donc s'intéresser à l'évolution de la législation du cannabis, ça permet de prendre la température un peu de l'évolution de nos sociétés. Et à ce thermomètre-là, la France n'est pas au top de la modernité, parce que même si la France consomme énormément de cannabis, c'est le pays de l'OCDE, donc des pays occidentaux modernes, qui consomment le plus de cannabis, c'est aussi un des pays qui a la législation la plus répressive. Comme quoi, on est dans un pays moderne, mais dans un pays aussi complètement à la ramasse et très réactionnaire sur le plan des mœurs. Il faut bien s'en rendre compte. Néanmoins, aux États-Unis, 2 jours après une interdiction historique de l'ONU, je vous avais dit, une décision historique de l'ONU qui avait enfin approuvé le retrait du cannabis de la liste des contrôles les plus stricts et permettant au cannabis de devenir thérapeutique, eh bien, c'est la chambre basse du Congrès américain qui a approuvé vendredi 4 décembre un projet de loi visant à rayer le cannabis de la liste fédérale des drogues dangereuses, un pas historique vers la dépénalisation aux USA. Donc. Le texte a été approuvé à 228 pour et 164 contre, donc assez largement par la Chambre des représentants, où il a été défendu. Il a encore néanmoins de fortes chances d'être bloqué au Sénat. Le cannabis est criminalisé aux États-Unis par l'agence antidrogue comme équivalent au LSD, à la cocaïne ou à l'héroïne,
même si sa consommation est légale à degrés divers dans de nombreux États américains. Il y a des paradoxes comme ça aux États-Unis. À l'échelle fédérale, c'est totalement dangereux, mais localement, bon, bah, c'est de plus en plus autorisé et même massivement cultivé, si bien qu'il y a des saisonniers européens qui partent en Californie pour la culture du cannabis maintenant. Bah, c'est pas pire que de cultiver dans les vignes, hein, finalement. Voilà, donc c'est considéré comme un moment historique par de nombreux observateurs. D'après les sondages récents, plus des 2 tiers des Américains sont en faveur d'une légalisation du cannabis. La consommation de cannabis pour raisons médicales est légale dans 33 des 50 États aux États-Unis, alors que c'est toujours pas le cas en France. Comme quoi on dit que les Américains ils sont bêtes. Oui, non mais bon. Et dans 11 États euh, et la capitale fédérale pour un usage récréatif. Donc il y a 11 États sur 50 qui ont déjà légalisé l'usage récréatif. Là encore, le cannabis, c'est le cours de l'histoire. La France est complètement à la bourre dans ce domaine, mais qu'on le veuille ou non, dans les décennies qui vont venir, plus ça ira, plus la législation sur le cannabis va être plus souple, quoi. Quoi qu'on en fasse, enfin quoi qu'on puisse dire. Pourquoi? Parce que c'est un processus historique que rien ne peut. Alors, il peut y avoir un mouvement populiste qui, pendant 5 ou 10 ans, comme, je sais pas, le Rassemblement national, criminalise à fond, comme c'est le cas en Pologne sur l'avortement ou l'homosexualité. Mais dès que ces mouvements-là se heurtent à la réalité, ils sautent et boum, la vague reprend son élan encore plus. Donc, de toute façon, nous verrons. Je pense que quand je serai vieux, je pourrai probablement fumer un joint dans la rue sans risquer quoi que ce soit. Enfin, on reste aux États-Unis avec Google. Plus de 1400 employés de Google et près de 2000 universitaires et membres de la société civile ont demandé le vendredi 4 décembre, ça date un peu, mais il y a eu des événements entre deux, donc mes chroniques sont un peu décalées, des explications à l'entreprise Google pour le licenciement d'une chercheuse noire qui travaillait sur les questions d'éthique liées à l'intelligence artificielle. Ceci nous permet de faire le lien avec la déclaration de Griezmann qui a décidé de rompre avec Huawei pour justement ce problème de l'utilisation de l'intelligence artificielle à des fins racistes. Et donc aux États-Unis, plus de 2700 signataires d'une pétition mise en ligne voilà, demandaient un engagement sans équivoque de la part de Google à respecter l'intégrité scientifique et la liberté académique. En effet, la personne qu'ils ont licenciée est une militante noire en faveur de la diversité. Elle a confondé un groupe dont l'objectif est d'accroître la présence de personnes noires dans le domaine de l'IA, de l'intelligence artificielle, qui va être décisif dans les années à venir. C'est une américaine d'origine éthiopienne, encore une fois, métissage. Elle a notamment étudié la propension des technologies de reconnaissance faciale à faire des erreurs, soi-disant des erreurs d'identification de personnes de couleur. Bon, alors en fait, c'est pas du tout un bug de l'intelligence artificielle, c'est au principe de l'intelligence artificielle. L'IA est développée, entre autres, par la police chinoise, et comme le montre le cas chinois sur lequel Griezmann a pris position, les entreprises qui travaillent dans la technologie visent à reconnaître à travers nos faciès quelle est notre identité ethnique. Pourquoi? Parce que les Chinois veulent reconnaître de potentiels terroristes dans la rue, et donc ils étudient le visage à des fins totalement racistes. Et précisons que d'ailleurs, sur la question de l'intelligence artificielle, il y a de nombreuses firmes occidentales, c'est pas juste un problème chinois, et notamment des firmes françaises qui collaborent à la mise en place de ces outils technologiques de reconnaissance des visages et de reconnaissance de quelle ethnie à laquelle vous appartenez. C'est des caméras qui sont fixées dans la rue. Leur but, c'est de reconnaître est-ce que vous êtes noir, est-ce que vous êtes blanc, est-ce que vous êtes arabe, et depuis là, essayer de faire des statistiques et de voir quel est le danger potentiel dont vous êtes représentatif. Tiens, une petite parenthèse sur la France. En France, bah, il n'y a pas longtemps, il y a un préfet qui a été reconnu comme délinquant. Alors, préfet, vous voyez ce que c'est? Le préfet, c'est le représentant direct de l'État. C'est typiquement français, ça nous vient de l'époque napoléonienne et même jacobienne du mouvement. Bref, c'est le côté hyper centralisé de l'État français. Vous avez grosso modo le président, le ministre de l'Intérieur et en dessous une série de préfets qui, dans chaque région de France, représentent l'autorité suprême de l'État français. Donc c'est vraiment quelqu'un qui pèse lourd. C'est le patron de la police. C'est lui qui envoie la milice, justement, la milice impériale. Eh bien, il y avait en France un préfet qui était à l'orée d'un poste prestigieux, d'une prestigieuse mutation qui aurait couronné une grande carrière préfectorale sans accroc. Il s'agit de Serge Morvan. Voilà, Serge Morvan, je dis bien son nom, comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez lui écrire une lettre, ou plus si affinité. Eh bien, Serge Morvan, qui a été pressenti pour devenir le directeur général de l'Agence nationale de cohésion des territoires, un gros truc, justement de l'infrastructure étatique française, a subitement annoncé son départ le 24 juillet de l'an dernier pour raison personnelle. Sauf qu'un peu plus tard, on a appris
notamment le lundi 7 décembre, que cet ancien préfet des Yvelines, à 61 ans, donc préfet des Yvelines, il n'est pas préfet dans un bled, hein. Les Yvelines, il en a des policiers sous sa coupe, et pour des choses importantes. Donc le préfet des Yvelines a comparu devant un juge du tribunal de Versailles. Ah bon? Un préfet devant un juge? Ben, pourquoi on... Ah ouais? Dans le cadre d'une audience de comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité. En CP, CRP, PC. Bon, bref, c'est quand vous passez devant un juge en disant ouais, c'est bon, j'ai déconné. Je reconnais, c'est ok. Comme ça, il vous punit un peu moins que si vraiment vous dites bah non, c'est pas moi. Et donc là, le préfet est passé devant un juge. C'est quand même waouh. Il doit répondre de détournement de fonds publics et de faux et usage de faux dans l'exercice de ses fonctions à la préfecture des Yvelines entre juillet 2015 et avril 2018. Donc pendant 3 ans, le mec, il a détourné du fric, il a fait des faux en écriture et il a utilisé des faux papiers. Un préfet. Un préfet, c'est... Il est passé devant un juge. Bon, bah, il va être condamné, il risque d'avoir un blâme, hein. Attention, il va avoir 3 mois de sursis et peut-être 500 euros d'amende. Mais bon, quand même, il se passe des choses en France. En mini bref, une petite information historique que j'ai lue comme ça en passant. Est-ce que vous saviez qu'en Tunisie, alors j'ai parlé pas mal de la Tunisie, de la question du racisme contre les Noirs en Tunisie, je parle aussi beaucoup de l'effondrement du patriarcat et donc du droit à l'avortement. Eh bien, sachez que l'avortement a été autorisé, légalisé en Tunisie avant la France, dès 1973. Petite précision, la Tunisie, c'est juste en face de l'Italie. Il y a beaucoup de connexions entre Tunisie et Italie. Eh bien, dans le sud de l'Italie, c'est encore très difficile pour les femmes d'avoir accès à l'avortement à cause du patriarcat hyper puissant dans le sud de l'Italie. Eh bien, en Tunisie, on présente souvent le Maghreb comme réactionnaire. Eh bien, en Tunisie, dès 1973, donc avant que VGE se déclare lui-même contre l'avortement était légalisé en Tunisie. Voilà ce que je voulais vous dire. Un petit détour par l'Europe centrale, en Moldavie. Au moins 20 000 personnes étaient réunies le mois dernier dans la capitale moldave à l'appel de la toute nouvelle présidente qui s'appelle Maia Sandu. Elle vient d'être élue, c'est une présidente pro-européenne, plutôt pro-démocratie et pro-liberté, et elle réclame la démission du gouvernement et la dissolution du Parlement en Moldavie. Dans cette donc, petite république, ex-république soviétique, enclavée, enfermée entre l'Ukraine et la Roumanie, qui abrite 3,5 millions d'habitants. 20 000 personnes dans un tout petit pays comme ça, dans la capitale, c'est beaucoup, hein. Proportionnellement, c'est pas mal. Et donc, cette femme, Maia Sandu, elle a créé la surprise en remportant les élections présidentielles il y a quelque temps, devant le président en place, le pro-russe, pro-Poutine, Igor Dodon. Et la manifestation dans la capitale se faisait au cri de « À bas les voleurs, à bas la corruption ». Voilà 20 000 personnes en Moldavie qui criaient « À bas les voleurs, à bas la corruption » et qui disaient « Fuck à Vladimir Poutine ». Eh bien, ce slogan, il me semble, « À bas la corruption », est devenu un cri universel des congénères de notre espèce. Partout sur Terre, des gens crient « Stop la corruption ». Eh bien, voilà, c'est cool, même en Moldavie. En Pologne, toujours, un groupe Facebook a été créé. Ce groupe Facebook en Pologne s'appelle Apostasie 2020. Ce groupe créé il y a maintenant environ 2 mois devient de plus en plus actif en Pologne. Et c'est un groupe d'entraide qui vise toutes celles et ceux qui veulent faire une démarche d'apostasie. Et oui, parce que si vous avez été baptisé par l'Église catholique, vous êtes considéré comme catholique et donc vous êtes toujours membre du club des catholiques et vous êtes inscrit dans leur fichier et vous appartenez à l'Église. Sauf si vous faites une démarche d'apostasie, que vous contactez le clergé et que vous leur dites « Je ne crois plus en votre Dieu, je désire sortir du club des croyants, du camp des catholiques. » Donc faire acte d'apostasie. Et voilà, ça consiste à renoncer à la foi chrétienne. Ce groupe Facebook en Pologne compte déjà 10 000 membres. Je rappelle qu'en Pologne, des églises ont été attaquées dans le cadre des luttes pour le droit à l'avortement. Depuis 2016, la confiance en cette institution qu'est l'Église a chuté en Pologne et aujourd'hui, seulement 9% des jeunes femmes polonaises, par exemple, disent avoir une image positive de l'Église. Work in progress. Il y a donc une question de génération. Et oui, il y a un renouvellement des générations. C'est que là, on a l'impression de vivre dans un monde affreux et débile, sauf que tous les vieux réactionnaires qui sont en train actuellement de pourrir les systèmes électoraux un peu partout, eh ben, dans 15 ans, ils vont commencer à se rapprocher un peu du sapin. En Pologne notamment, mais dans plein d'autres pays. Et donc, ben voilà, ça va créer un véritable renouvellement civilisationnel, cette mutation générationnelle et ben voilà, le retrait
le recul des idéologies mortifères comme le catholicisme en Pologne. Donc même si les témoignages se multiplient autour de ces démarches d'apostasie, donc de groupes de gens qui se mobilisent pour renoncer à la foi chrétienne et faire des démarches officielles administratives auprès de l'Église, eh bien évidemment l'Église catholique de Pologne garde ces informations confidentielles et secrètes parce que ça ferait un peu con de dire ouais bah voilà on a perdu encore 400 000 personnes ces dernières années. Bah voilà, c'est déjà pas mal comme petit tour du monde d'informations. Je pense que je vais en rester là pour ce soir et je vais aller chercher mon petit garçon au sport. Et puis, je vous souhaite une belle fin de soirée. Et puis, à la semaine prochaine. Ah oui, la semaine prochaine, je vous ferai peut-être une chronique spéciale Noël parce que... Eh ben non, je vous la fais maintenant. Est-ce que j'ai encore le temps? Oui, j'ai encore quelques minutes pour vous dire. En improvisation, en freestyle complet, qu'est-ce que je voudrais vous dire? Bah, ça fait des années que moi je lutte contre le Père Noël, où les gens me disent non mais t'exagères, tu vas pourrir la vie de ton gamin et des autres enfants en leur disant que le Père Noël n'existe pas. Donc je voudrais expliquer ce soir pourquoi. Alors déjà, chacun fait ce qu'il veut. Si vous avez envie d'éduquer vos enfants dans le culte du Père Noël et dans la mystification et le mensonge du Père Noël, en soi rien n'est grave, pas de souci là-dessus, chacun fait bien comme il veut. Pourquoi est-ce que moi je pense que c'est pas bien de faire ça? Parce que de façon générale, je considère que mentir à un enfant, pour quelque sujet que ce soit, c'est dangereux. Pourquoi est-ce que c'est dangereux? Surtout quand il s'agit de tout petits enfants, des enfants de 2-3 ans, c'est-à-dire au moment où leur psychisme se met en place, le moment où leur rapport au monde se construit, et où ils font une totale et pleine confiance en leurs parents, et bien que les parents leur mentent, même si c'est prétendument pour un truc super sympa, c'est-à-dire le Père Noël, eh bien c'est dangereux. Pourquoi? Parce que ça crée dans leur développement psychique des angles morts. Ça crée la possibilité que pendant 2-3 ans, on leur a raconté un truc qui était faux et qu'un jour ils vont se rendre compte que c'était faux. Et donc ça fragilise leur confiance dans le monde, ça fragilise leur rapport à la vérité. Et d'ailleurs, historiquement, le Père Noël a en fait toujours été lié au Père Fouettard. Aujourd'hui, fort heureusement, le Père Fouettard a reculé parce que notre espèce progresse et que de plus en plus les gens se rendent compte que c'est complètement débile de faire peur aux enfants en leur disant qu'il y a potentiellement un père fouettard qui pourrait les surveiller et les menacer de ne pas leur apporter de cadeaux s'ils ne se conduisent pas bien. Néanmoins, il est très fréquent que des gens qui sont pourtant très civilisés et très sympas par ailleurs disent à leurs enfants que s'ils ne sont pas sages, attention, le Père Noël ne passera pas. Eh bien, en faisant ça, vous abîmez vraiment la confiance en la vie de vos enfants parce que vous entretenez la possibilité que quelqu'un de tout puissant puisse les surveiller, savoir tout ce qu'ils font et menace leur présence et les fasse douter. Ça crée un biais psychique, un biais cognitif qui peut plus tard se développer dans du conspirationnisme, par exemple, ou de la paranoïa. Rappelons que le développement d'un culte comme le Père Noël vient des cultes païens et que tous ces cultes-là, ça visait à la base à faire peur aux populations. Et dès l'enfance, l'idée de ces croyances, c'est de faire peur aux enfants, c'est pas de les faire rêver. À chaque fois qu'on veut faire rêver, on veut faire peur pour que les enfants se tiennent bien et pour que plus tard les populations se tiennent bien et ne se révoltent pas. Exactement comme en Afrique ou dans le Maghreb, on fait croire aux gens des esprits, des sorciers, des djinns. À quoi ça sert les djinns? Et dans toutes les civilisations un peu traditionnelles, à quoi ça sert les esprits? Ça sert essentiellement à faire que les gens se tiennent en place, parce que les gens ont peur. Et pourquoi est-ce qu'ils ont réellement peur quand ils sont adultes? Parce que quand ils étaient enfants, tout petits, on leur a fait peur au moment où leur psychisme se développait. Ce qui fait qu'encore adultes, eh bien c'est très difficile de revenir sur ces mécanismes-là qui sont construits à l'époque archaïque, c'est-à-dire avant 4 ans, avant 4 ou 5 ans. Avant 4 ou 5 ans, un enfant, il croit tout ce qu'un adulte lui dit. D'autant plus si c'est toute la communauté qui met en place un bordel pas possible avec des guirlandes, avec des boîtes aux lettres géantes, avec des lumières de partout. Tout comme en Afrique, on met en place des cultes dans un village entier, ou ailleurs, hein, partout dans le monde. Donc les enfants, ils croient en ça. Et en faisant ça, eh bien, on fragilise leur psychisme. Pourquoi on le fait? Parce que socialement, on veut les garder captifs. C'est volontaire que ces mythes sociaux sont en place, c'est pour garder les enfants sous notre système de domination et pour que jamais ils ne se révoltent, parce qu'ils auront toujours un peu peur qu'il y a une espèce de père fouettard ou quelque chose qui les surveille. Ça instille dans l'enfant un sentiment de culpabilité et un risque permanent qu'une force supérieure, un dieu, le surveille. Et le Père Noël, c'est une version laïque et banalisée de ce qui est quand même un dieu. C'est-à-dire une force omniprésente qui pourrait savoir tout sur tous les enfants, tout le temps, en permanence. Et ça, c'est dangereux.
Et ça n'est pas apolitique. Les mythes et les croyances, elles sont politiques. Et pourquoi est-ce que la ville de Romans sort un budget de malade pour balancer des décorations, des cloches et des bruits et des Pères Noël en plastique dégoûtants sur la ville? Ben, c'est aussi à des fins politiques. C'est parce qu'on sait qu'en faisant ça, on garde la main mise sur le développement psychique de nos enfants et on les empêche tôt ou tard de se révolter parce qu'ils auront toujours peur que quelque chose puisse les surveiller. Voilà, ça vous empêchera pas de fêter Noël. Alors quand on me dit que, en disant ça, ben, je gâche la féerie et que je prive les enfants de la magie, ben non, de la magie de la féerie, on en a plein d'autres, des raisons de triper sur des choses magnifiques qui ne font pas peur. On peut réfléchir à l'intelligence des plantes, à l'intelligence des animaux, à la cosmologie. Il suffit de regarder la Lune avec un télescope, il me semble que c'est net, ou avec des jumelles quand c'est la pleine Lune, ça me semble nettement plus magique d'imaginer et d'expliquer aux enfants que la Lune, c'est un morceau de la Terre qui a éclaté quand il y a une comète qui a fait sauter un bout de la Terre. Bah, ça suffit à faire rêver un enfant de 3 ans. Vous lui donnez des... Il n'y a pas besoin d'inventer des histoires de Père Noël qui pourraient ne pas venir et ne pas lui apporter de cadeaux s'il se conduit mal. Si on veut donner de la magie aux enfants, on a plein d'autres choses merveilleuses sur lesquelles on peut rêver. Par exemple, la téléportation quantique qui existe réellement sur Terre. Voilà des choses qui sont magiques. Et non pas le Père Noël qui est, à mon avis, toxique pour le psychisme. Joyeux Noël quand même. Et puis à la semaine prochaine.